Ainsi, nous retrouvons aisément les grands thèmes classiques du matriarcat et commençons par la triade formée par Déméter, Perséphone et Hadès. Déméter est la déesse des céréales et des moissons. Elle est symbolisée par des épis de blé, des serpents et du pavot, et Perséphone est sa fille. Hadès est le dieu des enfers. Il a enlevé Perséphone alors qu'elle cueillait des narcisses et l'a emportée aux enfers. Puis, une négociation au tribunal divin a conclu à ce qu'elle passe 6 mois sous terre et les 6 autres mois sur terre avec sa mère, car elle avait mangé une grenade. Par conséquent, nous sommes bien dans le cycle matriarcal agraire standard, avec des allusions aux drogues psychotropes de divination, comme le serpent, mais aussi le pavot et les racines de narcisse. Mais notons quelques touches patriarcales au tableau, dans le sens où l'enlèvement de l'épouse est un rituel typiquement guerrier, où la femme est coupable d'avoir mangé un fruit sacré, et enfin par le fait que c'est la femme qui doit migrer de haut en bas, et non plus le prince consort. Un autre classique matriarcal est représenté par la déesse Aphrodite, typique de la belle hiérodule séductrice, et qui est originaire de Chypre, donc du matriarcat maritime. Ces symboles sont le coquillage, d'où elle naît, ainsi que la colombe, animal spécifique des messages entre les îles. Elle est accompagnée du petit dieu ailé Eros, caractéristique des enfants sacrifiés, servant de messager vers les dieux. Examinons encore un autre groupe matriarcal traditionnel. Épouse fidèle et mère du dieu de la guerre Arès, Héra pourrait a priori apparaître comme associée au monde patriarcal. Mais d'autres détails nous montrent une panoplie matriarcale très prononcée. En effet, elle distribue les dons de prophétie, elle participe à des concours de beauté, elle enfante le monstre Typhon, soit un serpent dragon, elle est la mère d'Héphaïstos, soit le dieu forgeron, ingénieur, artisan, qui est en même temps boiteux. Enfin, elle lutte contre Héraclès, l'homme fort, comme Inanna contre Gilgamesh, en lui envoyant des serpents ou des hydres. Et complétons le tableau des classiques matriarcaux avec des dieux mâles. Ainsi, le dieu Hermès est également représentatif. Dieu ailé comme Eros, il est le dieu messager psychopompe qui conduit les morts aux enfers. Et son symbole, le caducée, est éminemment emblématique de la civilisation agraire. Autre personnage matriarcal, Poséidon est le dieu des eaux et de la mer. Dieu pêcheur au trident, il est le descendant du dieu Enki d'origine mésopotamienne. Mais il a perdu du pouvoir. En effet, il était à l'origine le mari de la déesse Déméter, qui est alors devenue une des maîtresses de Zeus, et il a été dépossédé par Prométhée du rôle de créateur des hommes avec de la boue. Encore un autre dieu matriarcal,
Apollon est le dieu des arts, de la beauté et de la musique, soit un fils bien éduqué de l'aristocratie agraire. Son culte siégeait à Delphes, lieu réputé de l'oracle, soit la divination via des prêtresses sibyllines, est donc une des fonctions matriarcales essentielles. Or, il est dit également qu'Apollon était le maître de la farine sacrée ou magique. Et il est un fait que les céréales peuvent être infectées par un champignon toxique nommé ergot de seigle, qui donne des effets hallucinatoires importants. Notons qu'au Moyen-Âge, cette intoxication psychotropique était appelée le mal des ardents. Cependant, comme cette drogue est moins dangereuse que les morsures de reptiles, l'ergotisme des oracles fut donc favorisé, ce qui explique alors la chasse des serpents. Et par conséquent le fait qu'Apollon fut le tueur du serpent Python, mais avec un arc matriarcal et non avec la lance patriarcale. Maintenant, on peut retrouver d'anciennes luttes entre cités matriarcales, et signalons la légende déclarant qu'Aphrodite et Perséphone tombèrent amoureuses du bel Adonis. Mais lorsque celui-ci fut tué et déchiqueté par un sanglier, elles se partagèrent sa présence alternativement au cours de l'année, ce qui nous renvoie au mythe sumérien de Dumuzi, partagé entre Inanna et Ereshkigal. Nous retrouvons donc bien la trace d'une ancienne concurrence entre le matriarcat maritime d'Aphrodite et le matriarcat continental de Perséphone. Notons également une autre légende à propos d'une lutte entre Athéna et Poséidon. En effet, les habitants de l'Attique choisirent Athéna comme déesse protectrice contre Poséidon, car elle apportait la culture de l'olivier et donc la richesse. On assista donc à un changement révolutionnaire du type d'agriculture. Ainsi, la région moins fertile de l'Attique devint alors prospère avec la production d'huile d'olive, et elle entra en concurrence avec la Mégarie voisine, productrice classique de céréales. Ainsi, les deux animaux symboles d'Athéna, la mouette et la chouette, nous montrent cette implantation de l'olivier par le matriarcat maritime. La mouette guidait alors les marins, tandis que la chouette, faisant son nid dans les troncs noueux de l'olivier, devint la prédatrice attitrée des rongeurs. Et comme la chatte Bastet en Égypte, elle prit alors la place du serpent. On comprend alors pourquoi, lorsque les 3 gorgones hiérodules du temple d'Athéna furent violées par Poséidon, Athéna punit Méduse en changeant en serpent ses beaux cheveux comme les blés, et que ses 2 sœurs reçurent un visage de sanglier, l'animal nuisible des oliviers et de la vigne. Par contre, la truie resta l'animal symbole de Déméter, la déesse de la tradition céréalière. Venons-en maintenant à la phase des invasions nordiques, des chars de guerre. On apprend alors que durant cette période où Zeus a combattu les titans, la déesse Héra s'était réfugiée sur l'île de Samos. Par conséquent, ceci indique que devant l'avancée des chars de guerre, une partie de la population matriarcale avait migré sur les îles
comme des boat people en bénéficiant de leur technologie maritime avancée. Évidemment, les royaumes matriarcaux ont certainement résisté à cette nouvelle hégémonie. On peut alors citer deux exemples de résistance matriarcale à la domination guerrière des envahisseurs. Et commençons par le mythe de Prométhée, attaché à la montagne du Caucase, avec un aigle qui vient chaque jour lui dévorer le foie. Ainsi, d'après les légendes grecques, Prométhée serait un titan qui aurait créé les hommes avec de l'eau et de l'argile. C'est donc bien le dieu Enki mésopotamien, typiquement matriarcal. Puis il aurait donné le feu aux hommes et aurait été puni pour cela par Zeus en restant attaché sur le mont Caucase avec un aigle qui viendrait lui dévorer le foie chaque jour. Mais, à la réflexion, sachant que les hommes maîtrisent le feu depuis des milliers d'années, le prétexte de punir un dieu pour avoir donné le feu aux hommes apparaît vraiment ridicule. En fait, en regardant de plus près cette curieuse bizarrerie, on peut alors l'expliquer en replaçant cette légende dans le contexte du Caucase. En effet, cette région est connue depuis toujours pour les suintements de pétrole et les flammes de gaz sortant du sol. Et cette région fut célèbre dans tout l'Orient pour avoir fourni et exporté des produits pétroliers. Et ce fut notamment le cas pour Constantinople, qui importait et utilisait de l'huile de naphte pour fabriquer le fameux feu grégeois. Ce mélange était alors utilisé avec une sorte de lance-flamme ou encore sous forme de grenade, tel un cocktail Molotov. Secret militaire bien gardé, toute personne soupçonnée de diffuser la recette du feu à l'ennemi était automatiquement punie de mort. De plus, la légende raconte que Prométhée, après le vol du feu, l'avait dissimulé dans une racine de fenouil. Or, cette forme rappelle curieusement celle d'une grenade pouvant être utilisée comme un cocktail Molotov. On comprend alors que le titan Prométhée fut le chef d'un groupe de résistants matriarcaux qui a utilisé le terrible feu grégeois contre les guerriers patriarcaux. Puis, après la difficile victoire, les guerriers achéens ont procédé à la coutume tribale du cannibalisme rituel en dévorant le foie du vaincu, et ceci via les symboles de Zeus, l'aigle et la montagne. On peut ajouter également que son frère Épiméthée reçut comme cadeau de Zeus une superbe femme nommée Pandora, qui ouvrit la fameuse boîte et libéra tous les malheurs sur l'humanité en gardant uniquement l'espérance. Mais là encore, la propagande mythologique nous cache un événement moins glorieux pour le patriarcat. En fait, la fameuse boîte de la belle hiérodule Pandora était une amphore. Et si, avec une simple grenade, on obtient un feu incendiaire, on imagine le terrible effroi causé par une amphore explosive qui amena tous les malheurs sur les guerriers envahisseurs ignorant cette technologie. C'est pourquoi cette histoire fut déguisée, et c'est la femme qui, comme Ève, devint à l'origine du mal.